les terriennes, bienvenue dans la saison 3. Comme vous le savez, désormais, l'émission s'organise autour d'un invité principal. Ce soir, Bernard Tapie. Bernard, bonsoir. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes ici ce soir dans le cadre de l'opération Tous amis avec Sarkozy, où nous recevons des amis de gauche de Nicolas Sarkozy. La semaine dernière, Dominique Farrugia. La semaine prochaine, Éric Besson. J'apprends deux choses ce soir. Un, je suis de gauche. Deux, je suis pote avec Sarkozy. Ouais, bah vous étiez au Parti radical de gauche, quand même. Non, j'ai jamais fait partie du parti, mais je les ai soutenus beaucoup. Ouais. Vous êtes de quoi, alors? De gauche ou de droite? Mais je suis de nulle part. Je suis au-dessus de ça, moi. Enfin. Oui, d'accord. Bernard Tapie. Alors, Bernard, ce soir, en P1, nous parlerons de vous, la vie, l'amour, la mort, et de Oscar, la pièce que vous interprétez actuellement sur la scène du Théâtre de Paris, en compagnie de votre fille Sophie. C'est incroyable parce que vous ressemblez avec votre fille, hein? Oui. Alors, elle a déclaré l'an dernier, j'ai tout hérité de mon père, sauf ce qu'il a entre les jambes. C'est du tapis, là. Il n'y a pas besoin de test ADN, là. Elle était interviewée par un mec genre Ardisson, sûrement. Ah oui, d'accord. Elle adapte. Ah oui, elle adapte en fonction, elle est comme son père. Ouais. Alors, elle dit également, alors ça, je comprends pas, elle dit que vous êtes impulsif, grande gueule et pas diplomate. Ça, je comprends pas, moi. Moi non plus. En P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Najat Vallaud-Belkacem, qui fait partie de la garde rapprochée de Ségolène Royal. Elle nous expliquera que Martine Aubry est une fille formidable, mais que chaque fois qu'elle voit sa casse rue de Solferino, elle la raille quand même. Ah ouais. Toujours en P2, nous rejoindra Jérémy Michalak. Attention, pas Frédéric Michalak, le joueur de rugby, Jérémy, celui qui bosse avec Ruquier et qui est gaulé comme une courgette. Et en P3, nous recevrons Guy Birenbaum pour le livre Le Cabinet Noir au cœur du système Yves Bertrand, publié aux Arènes. C'est un livre qui est consacré aux différentes manipulations médiatiques organisées par les renseignements généraux. Vous êtes au courant de ça? Sur les notes officielles d'Hergé figure une info selon laquelle j'avais commandité le meurtre de Bérégovoy. Mais oui, on va en parler tout à l'heure, absolument. Ah bah oui, à Soissons aussi, ah oui, Soissons. Là où il y avait le vase. Ouais. Et ben on a retrouvé mes empreintes. Voilà, Bernard Tapie, mesdames, messieurs. L'émission s'appelle Salut les terriens et l'orchestre Les Gréments de Fortune. Alors Bernard, rebonsoir. Donc vous êtes ici ce soir car vous êtes à l'affiche de la pièce Oscar au Théâtre de Paris. Vous êtes toujours comédien en fait. Vous n'avez pas compris, si le Crédit Lyonnais vous a filé 400 millions d'euros, c'est pour que vous ne soyez pas obligé de remonter sur scène. En plus, tout le blé que je gagne au théâtre, je l'ai donné au Téléthon. Bah oui. Donc voilà. Vous avez remarqué que depuis que le Crédit Lyonnais vous a rendu votre argent, le système financier mondial se casse la gueule quand même, Bernard. Est-ce que vous croyez qu'il y a une relation de cause à effet? Évidemment. C'est la petite goutte d'eau quoi, qui fait que d'un seul coup... Qui a mis le feu aux poudres. Ouais. Alors, Oscar, le pitch, c'est un PDG paranoïaque et autoritaire qui affronte son homme de confiance tout en recherchant à lui faire épouser sa fille. Chef d'entreprise ringard, assez con, père aussi ringard. Ouais. Pour ça que c'est pas tellement un rôle de composition. Vous l'avez beaucoup réécrit, ce... Beaucoup. On parle un peu de politique, on parle un peu justement des banques. Vous réglez vos comptes avec Charles Amédée de Courson. Mais non, personne ne le connaît, ce con. Alors, ça vous procure quoi, les planches? Bon, d'abord, je crois que c'est l'envie de plaire, c'est l'envie d'être aimé, c'est l'envie d'en avoir le témoignage instantané, et puis c'est aussi jubilatoire. Moi, en ce moment, je vois que les gens, vraiment, ils ont envie de se marrer, tu vois. Oui. On a l'impression qu'ils n'ont pas becté pendant 15 jours et qu'ils leur filent... Attention, on leur file pas du caviar ni du foie gras, hein. C'est un steak frites, hein. Voilà. Mais ils se goinfrent avec ça. Alors évidemment, vous avez toujours été acteur, hein? Non. Oh ben si, vous êtes acteur dans la vie. Non. Vous dites, chaque fois que je prends la parole, il y a des gens pour penser que je fais un numéro de cirque. Ouais. Vous dites, j'ai du mal à raconter des mensonges, on s'y attend tellement qu'on est beaucoup plus en alerte. J'ai beau dire, faut pas se fier aux apparences, ça passe pas, quoi. Ouais. Moi, pour qu'on me donne le bon Dieu, il faut que je rame, hein. Mais vous gérez comment cette suspicion permanente dont vous êtes l'objet? Je m'en branle, mais... Ah ouais. Ah ouais, vous en foutez. Ah, si vous saviez. Ah ouais. Dites-moi, je vous ai vu quand même dans une audition à l'Assemblée nationale en septembre dernier. Vous étiez ému aux larmes quand vous déclariez que votre nom, à une certaine époque, était devenu une insulte. Vous aviez l'air ému aux larmes. Vous jouiez la comédie, là, ou c'était sincère? Un jour, un journaliste, en Bretagne, écrit sur un type
des trucs assez durs, quoi, pas très sympas. Bon, bref. Le mec porte plainte en diffamation. Ouais. Le titre, c'était Monsieur Machin, le tapis breton. Ah oui, d'accord. Et il a été condamné, le journaliste, à 50 000 balles d'amende pour avoir été traité de tapis, qui était une injure publique. Donc quand ton nom est prononcé et que ça génère une injure publique qui condamne le journaliste qui t'appelle comme ça fait quand même quelque chose. Ah, quoi, mais je te confirme, ouais. Voilà. C'est vrai, tapis, quoi. Bon, il y a les pour et les contre. Non, mais c'est vrai, Bernard. Ben non, mais je m'en fous. Vous êtes extrêmement segmentant. Mais tout le monde, toi aussi. Ouais, Bah non, ouais. vous quand même plus que moi. Non, non, toi plus que moi. Non, mais déjà, quand vous étiez petit à la maison, vous étiez segmentant. Pas du tout. Votre père, vous aviez des problèmes avec lui. Pas du tout, mais ça, c'est une invention. Vous aviez des problèmes avec votre père. Mais tout le monde non, le sait, mais vous non, l'avez- vous je l'avez garantis souvent. que non. Et si, moi je vous dis que oui. Ben non, moi je vous dis que non. Il est chier, lui. Moi je vous dis que non. Tout va Votre bien. père, non mais c'est pas grave. Mais attends, si c'était le cas, je te dirais j'ai des problèmes avec mon père. Non, pas J'ai des- jamais eu de problème Non, mais avec mon père. Votre père, c'est un homme ouvrier, Et communiste, alors qui faisait les arts et métiers après son boulot pour progresser, pour monter sa PME. C'était quelqu'un de Et alors, rigoureux, de pas expansif, voilà. Et vous, à côté, vous étiez un peu rebelle, mais un peu. non, mais voilà, j'ai vous étiez jamais un eu de peu- problème avec lui. Je sais que c'est un problème difficile pour vous parce que Mais arrête, je te dis que c'est pas vrai, arrête un peu. vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde que lui. Et vous avez tenté de vous faire psychanalyser à cause de Mais ça. ça d'ailleurs. va pas, je me suis jamais fait psychanalyser. Ah Mais bon attends, faut arrêter de Ah bon. déconner. Vous n'avez pas essayé de faire une psychanalyse Mais à jamais cause de la ça vie, moi Ah bon. j'ai toujours été trop bien dans mes pompes. C'est pas grave de dire que Mais votre père... si c'était le cas, sauf que c'est pas le cas. Mais votre père, vous essayez de l'impressionner avec des voitures, des voyages, et en fait, il était beaucoup plus rigoureux. On peut Mais dire. tu déconnes complètement. Vous n'aviez pas la même morale que votre père, disons. Attends, tu sais, les familles de prolos dans les années 50, quand j'ai 7 ans, les préoccupations, c'est pas la psychanalyse, hein, mon pote. Hein. Ça, je veux bien le croire. Voilà, tu vois, Oui, moi, oui. la première fois que j'ai vu une salle de bain dans ma vie, j'avais 16 ans. Ouais. On habitait à 4 dans 9 mètres 50 carrés. La salle de bain, c'était la même chose que l'évier de la cuisine, qui était la même chose lui-même. Donc, Barcal, Ouais. tu sais, dans ces cas-là, t'as pas de problème de psychanalyste, Ouais. hein, tu vois. Et ton père, si tu fais le con, tu prends une baffe, point barre. Ouais. Et si tu arrives de l'école en disant le prof il m'en a mis une, t'en prends une deuxième. Voilà. Voilà, Ouais, ça, ouais, c'est comme ouais. ça. tu vois. D'accord. Donc il n'y a pas Ouais. de. Non, non. Votre mère, elle vous pardonnait tout, elle. Elle vous a nourri au sein jusqu'à 26 Ah, mois. pas mon père, ça c'est vrai. Non, mais c'est rarissime. Nourrir un enfant au sein jusqu'à 26 mois, c'est énorme. 24 mois. Et elle vous a fait des câlins sur ses genoux jusqu'à l'âge de 17 ans. C'est 14, bien. 14. Tu vois, tu t'es fait comme moi. En fait, hein. Faut que t'en rajoutes un peu. C'est tout le l'interview temps. tapis, oui. Hein, faut que t'en rajoutes un peu, quoi. Il y a- Non, mais ça me fait Il y marrer. a deux j'adore. images de votre vie là, Oui. qui montrent les deux tapis. À 14 ans, pendant les vacances, vous faites vos premiers pas de chanteur dans un dancing de Saint-Jean-de-Mont. Donc là, on sent l'ambition artistique. Ah non, on sent le mec qui veut aller en vacances, qui n'a pas les ronds. Ouais. Pas pareil. Hein. Mais non, mais attends, je préférais ça que de faire la vaisselle dans un restaurant. Ah oui. Hein, moi, Vous étiez chanteur pour vivre, alors. Ben, pour aller en vacances. Ah oui, d'accord. On avait 3 mois. Ouais. Juin, juillet, je bossais pour donner des ronds à mes parents. Tout le temps. Et août, j'allais en vacances à Saint-Jean-de-Mont, Voilà. chez des potes. Et là, il y avait un casino. Et je bossais comme chanteur d'orchestre pour me payer mes vacances. Voilà. Donc ça remonte à loin, l'histoire d'Oscar, quand même, parce que dès l'âge de 14 ans, vous avez envie d'être sur scène, quand même, quoi. Mais j'avais envie d'aller en vacances gratos, surtout. Ouais. Moi, si mon père avait eu des ronds, j'aurais jamais fait le chanteur Ah, d'orchestre. d'accord, tu vois. ah, d'accord. Ah Ouais, oui, oui, ouais. c'est sûr, ça. Alors, il y a une autre date aussi très, très importante dans votre vie. De 18 ans, vous êtes chez vous et il y a un démarcheur qui passe pour vous vendre un téléviseur. Et là, vous avez une idée géniale. Vous dites au gars, mais non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Et vous trouvez une technique de vente absolument géniale. C'est-à-dire que vous dites aux gens, bonjour, on fait une étude sur la télé, donc on va vous laisser un téléviseur pendant une semaine. Parce qu'on regarde comment les gens font avec cet appareil. Et en général, les gens la gardaient après, une fois qu'ils l'avaient eu pendant 8 jours, ils la gardaient. Voilà. Bah voilà, C'est assez vous, ça. Le sens du marketing et du merchandising est sûrement une de mes seules vraies qualités. Ouais. Je sais faire ça par cœur. Je rentre chez Look, qui faisait des fixations de ski, et je leur fais faire du vélo, Oui. et c'est devenu la première boîte de vélo dans le monde. Ouais. Ça, je sais faire. Ouais, vous êtes un Bien. as du marketing, quoi. Voilà. Et à l'époque, j'étais sursitaire, j'attendais d'être à l'armée. Et à l'armée, vous avez découvert finalement que tout le monde était pareil. Ça vous a fait Ah non, du mais bien à ça, l'armée. c'est- Hein. Moi, c'est mon tremplin. Ouais, c'est le turning Authentique. point de votre life. Ouais. Vraiment. Ouais. Là, vous avez compris que d'un seul coup, Bah, j'étais pas plus naze que les voilà, autres. c'est important. Hein. Bah, c'est important sous tous ces mômes de banlieue, là, qui aujourd'hui, pour se distinguer des autres, font les cons parce qu'ils pensent qu'ils peuvent pas faire autrement. Si vous les mettiez dans des configurations où on met à égalité Voilà. les mômes de riches et ceux-là, ils montreraient qu'ils sont 10 fois plus des merdes. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait mes écoles de formation pour les jeunes au chômage. Je sais. Et c'est pour ça que Chirac a eu tort de supprimer le service militaire. En grande partie, oui. Voilà. Je pense qu'il a eu tort. Alors,
finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'entre le tapis chanteur, le tapis commerçant, enfin tous les tapis, vous n'avez jamais vraiment choisi, on a l'impression. Quel tapis vous étiez vraiment? J'ai toujours été... c'est bizarre d'ailleurs, parce que ma vie n'a été faite que de suggestions des autres. Ouais. J'ai jamais dit, tiens, je vais faire l'OM, ou tiens, Ouais. je vais faire une affaire, ou je vais faire du théâtre, ou je vais faire de la télé. Ça a toujours été quelqu'un qui pensait, qui me disait, tiens, est-ce que tu voudrais pas faire un truc Ouais. Et là, alors moi, faut pas m'embarquer. Moi, ouais, tu me proposes un truc, j'y vais. Vous y allez, ouais. Ah, ouais. Mais en fait, vous avez eu un destin de boule de flipper, quoi. Complètement. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, de temps en temps, j'ai fait tilt. Hein. Ouais. Alors, la vie m'a donné quelques cordes, Ouais. et je tire dessus. Et des fois... Et des fois, la corde casse. Eh ben voilà. Et voilà. Et voilà. Alors, Bernard, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Probablement que de temps en temps, j'ai pas été modeste et j'ai été trop pressé, et j'ai trop parlé. Bon, voilà. Ça va de soi qu'il faut se servir de l'expérience pour pas essayer de recommencer les mêmes Mais fautes. par exemple, la prison, est-ce que vous pensez que ça a été une expérience au bout du bout Non, mais qui si tu vous veux- a apporté quelque chose ou ça a Mais été rien du tout, complètement parce que- négatif? Rien du tout. Pourquoi? L'objectif, c'était de me mettre au trou. Ouais. C'était pas parce que j'ai fait ça ou ça. J'aurais vécu à l'époque où le sac était encore opérationnel, on me retrouvait noyé dans un étang de 25 cm. Hein. Comme Boulin. Par hasard. Comme vous le savez, en P2, nous recevons de nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Ce soir, nous commençons avec Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Bonsoir Najat. Vous connaissez Bernard Tapie? Oui. Ah bah dis donc, c'est tout. Hein. Mais vous le trouvez comment à part ça? Enfin, Comme homme politique. Complexe, donc intéressant. Un complexe donc intéressant, tu vois? tu vois? T'es complexe. Non, mais en plus, je fais plus de politique. Tu en referas si Bayrou se présente au... Ah, ça, c'est autre chose. Il faut avertir Bayrou, d'ailleurs. S'il veut faire revenir Tapie, c'est facile. Il faut qu'il se présente à la présidentielle. Bon, on parle pas de vie privée, donc les jumeaux, Boris, tout ça. Non, non. Non, mais alors, juste un truc. Ils s'appellent comment, les deux petits jumeaux? Non, mais c'est gentil, les pauvres petits. Louis et Nour. Eh ben voilà, c'est tout, voilà. Alors, vous êtes adjointe au maire de Lyon, responsable des grands événements et de la vie associative. Vous êtes conseillère générale PS Rhône-Alpes et vous étiez, pendant les présidentielles, porte-parole de Ségolène Royal. Voilà. C'est comment il l'appelle, lui? Pimprenel. Non, attends. Non, j'ai dit qu'elle a fait la dernière fois Pimprenel, ça n'a rien à voir. Ah oui. Quand même, Bernard Tapie, vous êtes moins sévère avec Martine. Hein. Vous avez déclaré « Martine Aubry va étonner tout le monde. Je la pense. connais bien. Elle travaille 18 heures par jour. » Alors Je qu'elle a pense, fait les c'est vrai. 35 heures en même temps. C'est- Ouais. Je pense que vous serez surpris parce qu'effectivement, derrière une apparence qui n'est pas très communicative. Un peu Angela Merkel. Ben oui, mais regarde, Angela Merkel, tu vois, tu leur demandes pas, faut pas déconner. Chaque personne politique a ses atouts. Pourquoi elles se sont pas mis d'accord après l'élection du secrétaire général du Parti socialiste? Chacune dit, nous on a proposé des trucs. J'ai beaucoup entendu dire, Martine Aubry, qu'elle laissait la porte ouverte. On écoute ça avec beaucoup d'intérêt, mais on a plutôt l'impression, vu de notre côté, qu'on nous l'a claqué au nez, cette porte. Et ce, à la fois pour des raisons, je pense, de rejet de la personnalité de Ségolène Royal, c'est une chose qui aujourd'hui paraît absolument évidente, mais aussi pour des raisons de conception du Parti socialiste, la direction, le mode de fonctionnement, les modalités du vote, les modes d'adhésion, et toutes ces choses-là, c'est des choses que Martine Aubry n'a pas voulu voir arriver. Et donc, elle a préféré ne pas nous faire participer à la direction. T'imagines maintenant, donc Ségolène Royal, elle est contre Sarkozy, et avant d'être contre Sarkozy, elle est contre Aubry. Mais c'est compliqué quand même. À n'en pas douter, quelle que soit la stratégie que Martine Aubry va déployer, la désignation de la candidate à la présidentielle n'aura rien à voir avec la façon dont le Parti socialiste va être géré. Il ne faut pas mélanger les choses. Si Ségolène Royal se trouve être très largement portée par les Français comme étant désignée ou prédésignée, comme étant la seule qui peut battre Sarkozy, elle sera désignée, tout le monde ira derrière. Si c'est Martine Aubry, ça sera pareil. Aujourd'hui, un petit peu comme dans une relation sentimentale, on a le sentiment que Pas de vie le privée. contrat de mariage qui aurait été proposé par Martine Aubry à Ségolène et à son équipe
est un contrat qui est un peu insincère, qui a été rédigé de telle façon qu'on ne puisse que le refuser. Eh bien, c'est pas parce que nous refusons ce contrat de mariage que nous n'acceptons pas de vivre en union libre, en quelque sorte. Nous vivons en union libre dans ce Parti socialiste, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'amour ou pas de projet en commun dans l'avenir. Eh ben voilà. Alors, on va voir justement à quel point vous aimez Martine Aubry. On va faire une interview I Love Martine. Qu'est-ce qui la rend si unique, Martine Aubry? C'est la première femme à diriger le Parti socialiste. Voilà, très bien, bonne réponse. Bien. Qu'est-ce qui vous fait rêver chez Martine Aubry? C'est bas de contention? Non, non. Elle me fera rêver le jour où elle démontrera sa capacité à tenir les deux bouts de son attelage. Ouais. Qu'aimeriez-vous voler à Martine Aubry? Non. Rien du tout. Non, j'allais dire la victoire. Victoire, ça a failli. Sa coiffure Playmobil? Non. Bon, d'accord. Non, pas d'idée. Rien, enfin... Rien, non, rien du tout, d'accord. Rien qui me fasse particulièrement envie, non. Ouais. Qu'est-ce qui vous impressionne chez elle, quand même? Sa capacité à rebondir, mais ça, c'est quelque chose qui m'impressionne chez quasiment toutes les femmes et tous les hommes politiques. Hein. Vous savez, en politique, tant qu'on n'est pas physiquement mort, on continue à se battre. Il est toujours là. Ah, non, non. N'oubliez pas qu'aux dernières élections législatives, Martine Aubry n'a pas réussi à obtenir l'investiture chez elle, dans sa propre circonscription, qu'elle a été battue par un autre socialiste inconnu. Voilà, qui s'est présenté à sa place. Et aujourd'hui, elle est première secrétaire. Remarquez, ça rend optimiste pour l'avenir. Absolument. On passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 1. Au PS, quand il s'agit de compter les voix, personne n'arrive au même résultat. L'arithmétique n'est donc pas le fort des socialistes, mais apparemment l'orthographe non plus. Je voudrais qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Dès la première page, le nouveau texte d'orientation du PS est bourré de fautes. Vu que personne n'avait prévu de le lire, c'était passé inaperçu. Mais Vincent Payon a cafeté. Plusieurs fautes d'orthographe dès la première page pour un parti de gouvernement. C'est inacceptable. Pour le reste, il trouve que le nouveau programme du PS, c'est de la régression intellectuelle. Et pendant que son lieutenant tire à boulet rouge sur Martine Aubry, Ségolène Royal agite le drapeau blanc et réclame l'unité. Moi, je me dis toujours disponible. Ah, ça va pas être facile de mettre le PS en ordre de bataille pour les européennes. Hein. Lors du dernier scrutin, les socialistes étaient arrivés en tête avec 28,9% des voix. Si en juin 2009 ils font moins, on finira par regretter ce bon vieux François Hollande. Le vrai problème des socialistes, c'est leur manie des procédures démocratiques. Forcément, quand tout le monde donne son avis, ça devient vite le bordel. Tandis qu'à l'UMP, c'est mieux organisé. Sarkozy décide et les autres n'ont plus qu'à exécuter. Pas besoin de voter, c'est Sarkozy qui a nommé Xavier Bertrand à la tête du parti. Le Conseil national de l'UMP n'aura plus qu'à enregistrer sa décision le 24 janvier. C'est sympa les élections, mais ça ne fait qu'accentuer les divisions. Vous imaginez si Copé, Bertrand et Hortefeux devaient s'affronter pour conquérir la tête de l'UMP? Mais ça serait une boucherie pire qu'au PS. Quand un parti est bien organisé, on ne doit voir qu'une tête. Devinez laquelle? Cette semaine en Grèce, c'était presque la révolution. Alors pour que ça pète, il a fallu une bonne dose de jeunes en situation précaire, assaisonnée de quelques autonomes bien excités, le tout servi sur fond de crise économique et de défiance vis-à-vis de la classe politique. Bah alors, pourquoi ça pète pas en France? Pourtant, on a tous les ingrédients, mais ce qui nous manque, c'est l'étincelle. Il suffirait d'une petite bavure policière pendant les manifestations lycéennes contre la réforme d'Arcos, et boum! Antisociable, tu perds ton sang-froid! Finalement, c'est peut-être en 2009 qu'on fêtera vraiment les 30 ans de 68. C'était les infos de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Voilà. Alors, nous a rejoint Jérémy Michalak. Bonsoir. Bonsoir. Malheureusement, c'est pas Frédéric Michalak. C'est la déception. C'est celui qui plaît pas aux filles. Mais enfin bon, c'est comme ça. Alors, vous travaillez sur Énergie 12. Ouais. 12, c'est le nombre de téléspectateurs. Ah non, c'est plus que ça. Ah ouais. Ah non, parce que sinon ça voudrait dire que... Sinon, Direct 8, il serait très très mal quand même.
Alors, demain, à 16h30, sur Énergie 12, il y a une émission qui s'appelle 5 Frenchies à Rio, qui est la suite de 5 Frenchies à Miami. 5 beaux gosses célibataires qui partent dans une destination de rêve avec un seul objectif, rouler un maximum de pelles à un maximum de filles. Tu vois, Bernard, c'est super la TNT, tu vois. On se demandait à quoi ça servait la TNT. C'est pour qu'on puisse faire des émissions comme ça. Exactement. Voilà. Alors, vous bossez aussi à Europe 1 avec Laurent Ruquier, hein. Vous avez bossé avec Magloire, avec Ruquier, vous ne seriez pas un peu... Non, d'accord, ok. Mais non, même pas. Alors, on revient à l'actu de la semaine, donc la Grèce. Vous avez vu que la Grèce est en feu, ça ne va pas changer grand-chose. En même temps, il n'y a déjà que des ruines là-bas, donc... Comme il y a eu en France à un moment, sur les mômes qui brûlaient les voitures, il y avait un concours. C'était à la bande qu'on brûlerait le plus. Et là, tu vas voir qu'avec la crise et les raisons de débordement, ça va être un concours européen. Ça va être une coupe d'Europe des voitures brûlées. Ça va être une coupe d'Europe du bordel. Ça, c'est la réponse à tous ceux qui pensent que 3 délinquants, tu mets 3 flics et tu n'as plus de délinquants. Quand tu fais ça, tu as 6 délinquants. Najat, la position de l'aile ségoléniste du Parti socialiste sur ce problème européen? Je vous donnerai une position encore plus intéressante qui est la mienne. Ah oui, volontiers, Najat. Non, mais simplement pour dire que, d'abord, moi, ça ne m'étonne pas que la contagion se fasse dans tous les pays européens, parce que ça correspond grosso modo aux pays qui ont été incapables, et la France en fait partie malheureusement, de donner un avenir à leur jeunesse, d'investir dans leur jeunesse, de lui parler autrement qu'à coup d'interdiction ici et là. Alors le PS, on parle du PS toutes les semaines depuis le début de l'année, mais toujours dans la rubrique insolite et humour. Moins dans la rubrique politique, mais enfin, c'est déjà ça. Alors, c'est vrai, bon, vous êtes socialiste, vous êtes du côté donc de Ségolène. On dirait que t'es malade quand il te dit ça, donc vous êtes socialiste. Mais oui, aujourd'hui en France, c'est beaucoup plus difficile d'être socialiste que d'origine maghrébine, c'est sûr. Quand tu es socialiste, on refuse de te louer un appartement, par exemple. Oui, bien sûr. Bon, c'est une défaite, évidemment, pour Ségolène, mais si vous êtes socialiste, il faut accepter la défaite, hein, il faut vous habituer. Sérieusement. Il y a une crise économique et financière sans précédent et personne ne voit la gauche en 2012. Ça devrait vous inquiéter, ça, quand même. Bon, d'abord, il faudra voir dans quel état sera ce pays en 2012. Je ne suis pas sûre qu'il soit dans un très bon état compte tenu de ce qu'on nous prépare. Donc, ce que les Français penseront à ce moment-là de la gauche, personne ne peut le dire. Ce qui est vrai, c'est que essayons de nous y préparer le mieux possible à cette échéance, et c'est la raison pour laquelle, bien que ne participant pas à la direction du Parti socialiste, Ségolène Royal et ses amis et ses proches dont je fais partie ont décidé d'être une minorité extrêmement active. Minorité agissante. Une minorité d'au moins 50%. Alors Bernard, vous aviez comme spécialité de racheter les entreprises en difficulté et de les relancer. Pourquoi vous ne rachetez pas le PS pour 1 euro symbolique? Mais il a... attendez. Ségolène Royal pense que le rendez-vous présidentiel ne peut se faire qu'avec quelqu'un qui a établi avec le public en direct une relation affective. Je pense qu'elle a raison. Ensuite, elle pense que le reste viendra après et qu'elle laisse passer l'idée qu'elle peut s'associer avec le MoDem. Ça, c'est sa condamnation à mort. Elle ne peut pas y arriver comme ça. Donc, il faut construire un projet de société. Il marchera ou il ne marchera pas. Il fera envie ou il ne fera pas envie. Il sera adopté ou pas. En 80, il a été adopté. Il a été adopté après encore en 88. Bref. Donc ça, c'est même pas la peine d'aller penser Bayrou. Il pense rien de commun avec la gauche. Rien. Il est plus réactionnaire que la droite normale. Or, Ségolène, je m'excuse, avant le premier tour des élections dernières, elle avait quand même fait un document qui a été vite retiré, qui s'appelait « Bayrou, une autre droite ». Je l'ai vu, ce document. Donc mais Bayrou c'était quand même bon nom. On a quand même le droit d'évoluer, nous aussi, à son propos. Moi, je crois qu'au lieu de se chamailler sur les problèmes de présentation, déjà, qu'ils nous sortent un vrai programme à l'occasion des européennes. Qu'est-ce que le Parti socialiste indique, propose et unit. Najat, vous ne pensez pas que Strauss-Kahn peut ramasser la mise à la sortie? Attention. Vous en pensez quoi de Strauss-Kahn? Dominique Strauss-Kahn a fait le choix de s'éloigner quand même. Pendant des années, il va être relativement éloigné aussi des préoccupations des Français, je le crains. Ah, oui. Donc peut-être qu'on aura besoin en 2012... C'est vrai, quand tu vis à Washington, en même temps, le SMIC... un candidat à la présidentielle qui soit vraiment en accord avec ce qui se passe dans ce pays. Ça ne se passe pas comme ça. Si on fait vraiment l'analyse des résultats de la dernière présidentielle, elle l'a emporté sur Nicolas Sarkozy sur pratiquement tous les plans, sauf un, la compétence qu'on lui accordait. La crédibilité. C'est-à-dire, on se demandait si elle avait la crédibilité suffisante. Bon.
à partir de là, son travail, ça consiste à quoi? C'est à rassurer les gens sur ce point-là. C'est-à-dire, justement... C'est du marketing élémentaire, voilà, cher Watson, absolument. Je suis en déficit d'image là, je travaille là. Plutôt que ça, elle nous fait... c'est là où j'ai dit, elle nous fait Pimprenel au Zénith. Là, elle n'a pas gagné un poil en crédibilité, là. Non. Elle nous a montré qu'elle savait danser, qu'elle était jolie. Qu'elle pouvait imiter Valérie Lemercier. Mais tu vois, on s'en fout. Elle n'a pas marqué des points. Non, on est d'accord. Franchement, auprès de ceux qui lui manquaient de crédit, elle en manque encore plus. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas. Écoutez, elle a quand même donné quelques heures de plaisir et de bonheur à 4000 personnes rassemblées au Zénith. Moi, donnez-moi le nom d'un homme politique ou d'une femme politique. Des heures de bonheur, il en donne, ne t'inquiète pas. Va. Il en donne. On passe aux infos de Blacko 2. Pour plaire au chef, il faut être bien docile. Et ça, c'est pas la spécialité de Ramayad. Résultat, en refusant de se présenter aux européennes, elle a vexé Sarko, qui paraît-il veut la virer. Une aubaine pour Bernard Kouchner. Il est très souple face à Sarko, mais très ferme face à Ramayad. Au prochain remaniement, Ramayad risque donc de perdre sa place et, comme on se fait aussi du souci pour Rachida Dati, qu'est-ce qui va rester de la discrimination positive ? Du coup, faudrait peut-être recruter un ministre d'origine asiatique, histoire de montrer aux Chinois qu'on est bien décidé à redevenir leurs meilleurs copains. Alors que même la presse allemande remercie Sarkozy de son action à la tête de l'Europe, il y a encore des mauvais Français comme Bayrou qui trouvent que le plan de Sarkozy manque d'ambition. 26 milliards, c'est rien. Lui, il aurait dépensé beaucoup plus. Sauf que dans son programme, il avait prévu d'interdire dans la Constitution tout déficit budgétaire. Sauf bien sûr en cas de récession. Oui mais voilà, pour être en récession, il faut 2 mois successifs de baisse de la croissance. Ce qui n'est pas le cas de la France, qui affiche une croissance de quelques dixièmes. Bayrou se serait donc tiré une balle dans le pied en s'interdisant lui-même une politique de relance budgétaire. Ça n'a pas de sens. Et après, monsieur se permet de critiquer. Non mais t'as vu tes oreilles ? Que des bonnes nouvelles pour les supporters marseillais. À force de protester, ils ont obtenu la libération sous caution de leur copain Santos, qui avait bousculé un flic espagnol. Leur club est parmi les leaders du championnat et ils sont qualifiés pour la Coupe d'Europe. Mais que demander de plus? Une victoire contre le PSG peut-être? Oh, dommage! Cette année, Paris est venu gagner 4-2 au Vélodrome. Voilà, c'était les infos de Blacko 2. Mise en image de Julien Grappe. Alors, l'affaire Santos, ça c'est ton truc, ça, l'OM. Bah oui, mais l'OM, c'est pas l'affaire Santos. Ah ouais. Ça te manque pas, ça, quand tu vois ça, non? Moi, j'ai eu beau vouloir payer la caution, mais les prix n'ont pas sorti. Alors, l'anniversaire des 60 ans de la Déclaration des droits de l'homme. 60 ans, c'est l'âge de la retraite, donc on a bien vu que c'était un peu... Ramayad aussi, d'ailleurs, elle risque de prendre sa retraite, la pauvre chérie, là, vous avez vu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai trouvé la sortie de Bernard Kouchner complètement déplacée, un tantinet misogyne aussi, parce que j'en ai lu le détail, ça volait vraiment pas haut. Ouais. Quant à Ramayad et sa situation personnelle, moi j'ai envie de dire c'est finalement tout le système Sarkozy avec son casting idéal qui s'effrite et montre son hypocrisie et sa superficialité. Quand même, pour rester sur Ramayad, il y a un moment aussi quand on fait de la politique, il faut accepter de se soumettre au suffrage universel. Non, en fait, elle ne veut pas aller habiter à Strasbourg. Et ben voilà, non, vous êtes en train de piloter. Ça, on peut comprendre, ça. Moi, je vais vous dire, Mitterrand, il n'aurait jamais accepté qu'un de ses ministres qui se serait situé en position d'aller affronter le suffrage universel, qui aurait dit non, moi, je préfère être ministre, et ben, je vous garantis qu'il n'aurait pas attendu le prochain remaniement pour le virer. Bon, alors, Miss France, vous avez vu Miss France, une semaine après, il n'y a toujours pas de photo d'elle à poil. C'est la Même pas de yaourt sur la joue, rien du tout. Déception. Elle s'appelle Morteau, ce qui est terrible. Oui, tu l'as vu, la nouvelle Miss France? Vous l'avez vu, non? Je suis désolée. Vous ne vous intéressez pas au pays réel, alors? Ça, c'est le pays réel. Attends, c'est 40% de part de marché sur TF1. Je sais que ça te qu'ils parle sont à toi, chiés, ça. les gens. Et en face, t'as le Téléthon, si tu veux, donc en même temps... Alors, Devedjian ministre. Ça a fait l'effet d'un tremblement de terre en Arménie, cette histoire. Ouais. Vraiment, contre-fou. Ouais. Et je pense que toute la France s'en contre-fou, non? Et vous? Bah, c'est toujours le fameux affichage. À défaut de faire la relance, on nomme un ministre en charge de la relance. Ah, mais ça, c'est tu peux les mettre en route le matin jusqu'au soir 8h, c'est... Bien, on va voir si vous avez bien suivi l'actualité de la semaine en passo. Champion de l'actu.
Qu'a offert le Dalai Lama à Nicolas Sarkozy le week-end dernier? Un drame, une erreur, une cata ou une bêtise? Cata. Kata, bravo, Bernard Tapie, l'écharpe traditionnelle tibétaine, symbole de bienvenue. Tiré vite, hein. Ah ouais, bah. C'est-à-dire qu'elle traînait par terre en même temps, donc si tu veux... Qui a déclaré à propos des femmes, il ne suffit pas d'avoir une jupe, il faut aussi avoir une tête? Bernard Tapie, Bon. le pape, Amélie Mauresmo, Alain Delon, l'archevêque de Paris ou Patrick Sébastien? Te devine. Najat? Patrick Sébastien? Alain Delon? Non, je vois pas du tout. L'archevêque de Paris. C'est pas vrai. Tu le crois, ça? Alors qu'il a une robe, lui. Oui. Monseigneur 23, il s'est excusé ensuite pour cette sortie. Il était absolument désolé, évidemment. Bah oui, quoi. T'es surtout désolé par rapport aux religieuses, il a dit. Qui a dit « Je suis comme le soldat de l'Évangile, j'irai où je serai utile ». Le pape, Angelina Jolie, Stevie, Ramayad, Patrick Devedjian ou Britney Spears? Oh, je dirais Angelina Jolie. Moi. Ramayad. J'ai eu peur que vous mettiez Ségolène Royal, mais On aurait pu la mettre. je sais pas. Toujours lui, c'est Patrick Devedjian. C'est l'homme de la semaine. En 2010, que trouvera-t-on enfin dans un dessin animé de Walt Disney? Une héroïne chinoise, une héroïne noire, une héroïne arabe, une héroïne indienne ou une héroïne française? Une héroïne arabe? Une chinoise. Et toi? Une héroïne française. Eh ben non, une héroïne noire. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas eu d'héroïne noire dans les films de Walt Disney. Donc là, l'action se déroulera à la Nouvelle-Orléans. L'héroïne s'appellera Tiana et aura la voix d'Oprah Winfrey. Voilà. Qui a dit « Mon mec a la moitié de mon âge, c'est pour ça que je l'appelle ma moitié ». Claire Chazal, Oh. Amanda Lear, Laurence Boccolini, Sharon Stone, Hélène Ségara ou Pierre Palmade? Boccolini, qui veut dire ça. Claire Chazal? Claire Chazal, Je suis sûre ça que- va lui faire plaisir. J'en sais rien. Non, Amanda C'est où, Lear. Amanda Lear Amanda Lear, bravo. Jérémy Michalak, qui a l'habitude, évidemment. Magloire, Ruquier, Amanda Lear, ouais, bien sûr. Qui a déclaré le dimanche est le jour sacré des chrétiens? Pour les juifs, c'est le samedi. Pour les musulmans, le vendredi. Si les bouddhistes s'y mettent, il ne restera pas grand-chose pour travailler. Jean-Marie Le Pen, Brice Hortefeux, Patrick Devedjian, Laurence Parisot ou Frédéric Lefebvre? Malheureusement. Patrick Devedjian, c'est l'homme de la Patrick semaine. Devedjian, bravo, voilà. De toute façon, ce jeu, C'est l'homme de la tu semaine. réponds Je Patrick réponds Devedjian, J'ai compris. t'es sûr de gagner. J'ai compris, ouais. Bien, alors qui a gagné, Stéphane? Michalak a gagné, Jérémy Michalak, mais ça n'a aucune importance, puisque maintenant il y a le banco. Attention, on se concentre, tout le monde peut gagner. Hein. La Norvège s'est prise de passion pour un nouveau boys band intitulé Boys on Wheels. Qu'ont-ils de particulier? Ils chantent sur des motos, ils sont d'anciens pilotes de Formule 1, ils chantent sur des patins à roulettes ou ils sont handicapés. Ils sont Ils sont handicapés? En fait, La réponse en images. À la fois c'est dur et à la fois c'est vachement bien. C'est que bien. C'est incroyable, tu vois, en Ouais, même c'est temps que les bien. mecs... J'ai fait une émission comme ça. Sur TF1, on m'avait demandé de faire une émission sur les handicapés. Et j'avais pris que des handicapés comme ça. Et il y a une femme sublime qui nous a raconté comment elle draguait les mecs
Et elle avait raconté qu'elle les draguait en voiture, vitre ouverte, et qu'elle leur faisait du grain quand elle leur plaisait, et qu'après, elle disait, on va boire un coup, on va boire un coup, et elle descendait avec sa chaise. Ah là là. Et tu voyais les mecs trop lâches pour se dégonfler. Ah, il disait ok, mais c'est toi qui payes alors. Les gagnants du champion de l'actu sont Najat Belkacem et Jérémy Michalak. Bravo, bravo aux deux, bravo. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Stéphane, bonsoir. Et maintenant, la semaine de Stéphane Guillon. François Fillon s'engage pour le don d'organes, une urgence au sein du gouvernement. Bernard Laporte a besoin d'un cerveau, Jean-Louis Borloo d'un foie et surtout Brice Hortefeux a besoin d'un cœur. Du côté des donneurs maintenant, DSK pourrait donner un testicule, un seul lui suffit amplement. Cette semaine, le journal L'Express s'est intéressé au comportement du président lorsqu'il est avec ses camarades chefs d'État. En balade, il veut toujours qu'on prenne son chemin. Me faites pas chier. On passe par la droite, c'est beaucoup plus rapide. Avec Angela Merkel, il sait être charmeur. Embrasse-moi ma teutonne. C'est une petite impasse, personne ne peut nous voir. En revanche, il déteste les shintok. Tu me donnes la collade sans me toucher. Je supporte pas les jaunes. Ça se trouve, t'as de la mélamine sur ton costume. Je vais attraper des boutons. Et bien qu'il soit marié avec une Italienne, il se méfie des macaronis. Retire tes mains, Silvio. Je peux pas blairer les tapettes. En revanche, avec le président géorgien que Vladimir Poutine veut faire pendre par les couilles, il peut être très tendre, rassurant. Tu verras, ça fait mal au départ, mais après on s'y habitue. Xavier Bertrand prend la tête de l'UMP. 3 règles pour obtenir la confiance du président. Être plus mal foutu que lui. Rire à toutes ses blagues, même les histoires de Toto. Mouiller sa chemise en toutes circonstances, quitte à passer pour un con. Déclaration de Nonce Paolini. Laurence Ferrari est installée pour 20 ans aux 20h de TF1. Elle va pouvoir annoncer des tas de trucs. La défaite de Nicolas Sarkozy à la présidentielle du 8 mai 2012 et toutes ses conséquences. Quitté par Carla Bruni le 9, expulsé le 10 par Brice Hortefeux. Bah oui, il est d'origine hongroise. Loïc Perron lâché par son mât. Un accident qui n'est jamais arrivé à DSK. Ingrid Betancourt regrette sa vie d'otage. Dans l'avion, elle s'emmerde. En voiture, elle regarde sa montre. À l'hôtel, elle déjeune toute seule. En balade, elle n'est jamais seule. J'espère qu'elle ne va pas s'auto-livrer au FARC. Si Renaud reprend ses concerts de soutien, pour nous, c'est l'horreur. Et le coup de cœur du Parisien qui propose à ses lecteurs de passer la Saint-Sylvestre dans un igloo en Haute-Savoie, température entre -10 et -15. Putain, les SDF, ils se font des réveillons tous les jours. Si c'est Jean Sarkozy qui a épousé la fille d'Arty, c'est son frère qui s'habille en vendeur d'électroménager. Et puis... Dernière minute, Jean-Louis Borloo s'est mis à l'équitation. Ça s'est très mal passé. Voilà, merci. À la semaine prochaine. Comme vous le savez, en P3, nous recevons l'auteur d'un essai, d'un témoignage, d'un document. Ce soir, Guy Birenbaum, bonsoir. Toujours en compagnie de Najat Vallaud-Belkacem et Bernard Tapie. Voilà. Alors, vous êtes journaliste, vous êtes éditeur, et vous publiez aux arènes Le cabinet noir au cœur du système Yves Bertrand, où vous racontez comment le cabinet de Yves Bertrand, l'ancien patron des RG,
nourrissait les médias et l'édition d'informations tout à fait fallacieuses contre les ennemis de Jacques Chirac. Alors, on découvre effectivement que les RG, non seulement ils écoutent, enfin, c'est ce qu'on appelle les grandes oreilles, hein, mais en plus, ils inventent. Selon le vieil adage, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous dites que Bertrand et ses comparses, en fait, fabriquaient d'abord la fumée en espérant qu'ensuite le feu se déclare, en fait, c'est ça? Oui, il y a plein d'exemples. Alors, il y a un truc absolument incroyable, mon cher Bernard, je suis désolé, mais il y a un exemple qui vous concerne directement, puisque l'une des plus grosses baraques, le plus gros chantier monté par cette équipe date de 2001 environ. Ils décident qu'ils vont foutre un vrai merdier avant la présidentielle. Et on parle de Bérégovoy, vous savez, il y a toujours eu des rumeurs, on a dit est-ce qu'il s'est suicidé, est-ce qu'il a été assassiné? Et bien eux, ils vont faire une note de 32 pages, dont je vous donnerai copie, Bernard, hors plateau, 32 pages, pour montrer comment Pierre Bérégovoy ne s'est pas suicidé, mais il a été assassiné. Et parmi les commanditaires, Bernard. Et pourquoi t'as fait assassiner Bérégovoy, toi? Il en avait marre. Sur la fin, il était gentil, le pauvre. Oui, mais enfin, tu vois, l'employé du gaz. Il est même raconté, vous verrez, il y a des détails très étonnants. Par exemple, la veille, vous étiez à Nevers avec une équipe de gars, avec des mallettes et tout ça, parce que c'est courant l'assassin du profil de Bernard Tapie qui vient juste avant pour se faire remarquer dans la ville où va être assassiné le type. Enfin, c'est délirant. Alors c'est incroyable, vous vous dites d'ailleurs avoir été approché par ce cabinet noir en tant que journaliste et éditeur pour publier des articles et des livres sur des sujets qu'on vous proposait clé en main. En fait, on vous disait, voilà, j'ai un scoop pour toi, Coco, prends ça, publie-le, tu vas gagner de l'argent. Et en fait, c'était des baraques qui étaient montées par Bertrand et ses sbires, quoi. Alors, dans les baraques que vous signalez dans votre bouquin, il y a toute l'histoire du passé trotskiste de Jospin et des faits de collaboration de son père. Ça, c'est le truc le plus dégueulasse. Alors, le trotskisme de Jospin, c'est pas dégueulasse, c'est vrai. Et alors, un autre bouquin était en préparation, juste avant la présidentielle. Il est présenté à plusieurs éditeurs. Il est co-rédigé par un journaliste et par un flic qui bosse avec Yves Bertrand. Et il concerne le passé du père. Voilà. Et l'idée, c'était de dire, voilà, le père de Jospin, il n'a pas été très clair pendant la guerre. Et il aurait fallu que ça sorte au moment de la présidentielle. Ce livre sera refusé par les éditeurs. Est-ce que le père de Jospin était collabo ou pas? Parce qu'après tout, il y en a eu en France. Oui, il était pacifiste. Comme tous les socialistes pacifistes qu'il y a eu. De là à... Parce que ce qui était très pervers, ça s'appelait les cauchemars en rose et brun de Lionel Jospin. C'était un transfert de son propre trotskisme et du fait qu'il avait occulté son passé et du passé de son père. Ça, c'est proprement dégueulasse, je suis désolé. Il y a aussi la thèse de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, où là, encore une fois, Bertrand et ses potes essayent de faire croire que c'est un attentat, alors qu'on n'en a jamais rien su. L'espionnage contre notre ami Bruno Gassio. Ah oui, ça, j'ai bien suivi ça de près. Bah, il se trouve que moi, je publie le bouquin de l'ancien agent de la DGSE dans Martinet. ma maison, Martinet. Et nous, on est sur une histoire d'espionnage à Canal, c'est dans une entreprise. Et on va découvrir, grâce à des journalistes du Point, on n'est absolument pas au courant, ni Martinet, ni personne, qu'en fait, Gassio, il est vraiment espionné par les flics. Ils ont vraiment mis les stupes sur le dos. Il est vraiment écouté en permanence pendant quelques jours. Et on découvre que ça se croise. C'est-à-dire l'enquête foireuse et la vraie enquête, qui ne mènera naturellement à rien, puisque Bruno n'a jamais été accusé de quoi que ce soit. Ce qu'on comprend en lisant votre bouquin, c'est qu'au-delà de tout ça, il y a quand même effectivement une lutte de clans terrible entre d'un côté Chirac et Villepin et de l'autre côté Sarko, pour empêcher que Sarko soit président de la République. Ça, c'est clair. Ça commence avec la prise d'otage de la maternelle de Neuilly, où ils ont essayé de monter une baraque en disant, en fait, c'est un coup monté. Alors, c'est très après, en fait. Le jour où j'ai rendez-vous avec Yves Bertrand, c'est le 10 mai 2004, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, je vais avec deux personnes à ce déjeuner. En fait, il y a un ancien taulard et un journaliste. Tout est normal, hein. Je déjeune avec Yves Bertrand, avec un ancien taulard et un journaliste. Bon. Et avant que j'arrive, je discute avec cet ancien taulard qui me dit, il faut que je te raconte une histoire. J'avais un pote, il y a très très longtemps, on lui a proposé un deal, c'était en 1993, il fallait qu'il prenne des gosses en otage. Et alors, ça se serait bien passé, quoi. Je lui ai dit, prends le pognon avant et tire-toi. Donc c'est pas HB dont on parle, c'est un autre type qui serait planqué, à qui on aurait proposé le deal et qui l'aurait pas fait. Là, j'aurais dû me barrer en courant, sincèrement. Mais j'étais à un quart d'heure d'un rendez-vous avec Yves Bertrand, je dis, il faut que je voie ce mec quand même. Et j'aurais dû partir. C'est une histoire de fou, quoi. Alors, il y a ça, il y a l'arrestation de Colonna. Ça, c'est le plus beau. Ça, c'est le cœur du bouquin. Comme quoi, Sarkozy, en fait, aurait monté complètement l'arrestation de Colonna. À cause du référendum, puisque vous vous souvenez que Colonna est arrêté juste avant le week-end du référendum. Pourquoi Sarkozy capable de faire un truc comme ça, toi? Non.
Non, mais je te dis, moi, je connais bien. Et il est allergique à ça. Ouais. Il est fondamentalement allergique à ça. Et faut se souvenir, tous ceux qui fréquentent un peu les hommes politiques de haut niveau, 2 ans avant les élections présidentielles, déjà, dans le clan Chirac, on te disait avec un sourire en coin, de toute façon, il ne pourra pas se présenter. Sous-entendu, on en a plein la malle, quand ça va sortir. Et c'est pour ça, on peut ne pas comprendre, on peut ne pas accepter, mais il lâchera rien parce que c'était tellement dégueulasse. Ouais. Je veux dire que c'est un pitbull, hein, il a les dents dans le mollet et il va pas lâcher quoi que ce soit. Ah, le pire, c'est Clearstream. C'est-à-dire que là, effectivement... Toi, t'es pas dans ce coup-là, hein? Non, bah parce que ça risquait de rendre crédible. Alors, vous dites un truc, d'ailleurs, vous dites, moi, Imad Laoud m'a dit la vérité sur Clearstream. Je ne sais pas s'il m'a dit la vérité. Non, il vous a donné une version de Clearstream. Il m'a donné une version des faits. Vous dites c'est un thriller inimaginable, mais vous voulez pas le raconter. Non, parce que Imad, il est mis en examen. Il va passer aux assises. Il a le droit pour se défendre, et je pense que Bernard sera d'accord avec moi, de donner sa version des faits. C'est pas à moi de la donner. Il ne l'a pas donnée qu'à moi. Il l'a donnée à certains journalistes. Elle est sortie dans Le Point. Il va très très loin. Il dit... Je travaillais pour Yves Bertrand, je l'ai vu 6 fois, et il dit même dans Le Point, pas dans mon livre, j'ai rajouté moi-même Nagui Boxa, le nom de Nicolas Sarkozy, dans le bureau d'Yves Bertrand avec une 3e personne. Oh là là. Il dit ça. Moi, je ne suis pas capable de vérifier si c'est vrai. Je ne suis pas enquêteur, Bernard, je ne sais pas faire ça. C'est pensable. Mais oui, mais attends, vous avez l'air étonné qu'il y ait des bagarres au sein des différents camps lorsqu'il s'agit de rechercher la candidature pour le poste suprême, mais la construction même de la vie politique t'indique à être comme ça. Puisque pour avoir le droit de rencontrer le champion d'en face, il faut déjà que tu te tapes tous les mecs de ton propre camp. Donc tu vois la mentalité, il faut que tu arrives à flinguer tous ceux qui sont d'accord avec toi sur les idées pour avoir le droit de rencontrer celui qui a flingué tous les potes de... C'est des flingueurs tous. Et celui qui n'est pas, oublie, il ne peut pas faire de la politique à ce niveau-là. Alors, là-dessus, se grèvent des gens qui sont des serviteurs zélés, qui viennent t'apporter des trucs que tu n'as pas demandé avant les élections. À toutes les élections, même la plus petite, t'as des mecs qui viennent te dire eh non, l'autre là-bas, vous pouvez pas savoir, il se fait des petits garçons de 14 ans, j'ai des photos. Putain, mais Il y a ça dans les carnets. Alors, est-ce que vous croyez que Sarkozy a lui aussi un cabinet noir? Alors, j'ai entendu ce que dit Bernard. Il est quand même vachement entouré de flics. Il y en a beaucoup dans sa garde rapprochée. Il y a Claude Guéant, il y a Squarcini, qui était dans l'école Bertrand. Il y a le nouveau patron de la DGSE, il y a son ami d'enfance Frédéric Pechnard. Il y a Alain Boer, qui a toujours fricoté dans les eaux de la place Beauvau. Ça fait beaucoup de monde. Je crois, malheureusement, et c'est ce que vous venez de dire, Bernard, que la politique, c'est un univers dans lequel, surtout sous la Ve République, avec ce système présidentiel, on se protège, et pour se protéger, parfois, on anticipe les coups et on attaque d'abord. Alors, j'entends ce que vous dites sur le fait qu'il déteste ça, ça le fait gerber, mais vous venez de dire le contraire juste après. Non. Pourquoi il serait différent? Non, je veux dire par là que la lutte pour le pouvoir entraîne des comportements qui et le maintien au pouvoir. Mais après, il y a des gens qui ont cette mentalité, d'autres qui ne l'ont pas. D'accord. Et dans la nouvelle génération, je pense par exemple aussi bien à Martine Aubry qu'à Ségolène Royal, ou que de l'autre côté, c'est des gens qui ne fonctionnent plus comme ça. Mais je voudrais quand même vous expliquer que moi, je connais plus simple. Hein. Je connais des juges d'instruction qui te collent en examen pour un truc totalement imaginaire, en sachant très bien que quand tu auras ton non-lieu, on n'en parlera pas. Oui, c'est pas 16, ce que tu dis. 16 mis en examen, 11 qui sont passés dans la trappe, mais ils restent dans la tête des gens, les mises en examen. Ce que tu dis, c'est que c'est pas la peine d'aller chercher Yves Bertrand, mais les RG, le cabinet noir et les notes blanches. Ce que je veux dire, c'est quand Chirac, président de la République, veut se faire quelqu'un qui le gêne, il y a le procureur général de la Cour d'appel de Paris, je veux dire, il n'a pas besoin d'un loupard comme celui-là. Incroyable. Ah ouais, lui, en plus, c'est un mec, il est dans les... C'est un espion qui note tout sur un carnet. C'est quoi mais comme Rondeau dans l'affaire Clearstream, ils sont tous graphomanes. Bon, alors vous, quand même, votre livre, il devait sortir en 2006 et vous ne l'avez pas sorti quand même. Hein. Et quand il est sorti, vous avez eu un contrôle fiscal, donc il faut quand même vous méfier, Birenbaum. Que voulez-vous, Thierry? L'édition est un sport de combat. Ça a coulé votre maison d'édition, cette affaire. Ça s'est pas très bien passé. Pas très bien, oui. Bien. Et ben voilà. Merci à tous. Merci. C'était Salut les Terriens avec Bernard Tapie, Oscar, au Théâtre de Paris. Vous voyez le clip. Bah, tout va bien. Bravo, Bernard. Et les jumeaux vont bien. Alors, les jumeaux, Najat Vallaud-Belkacem,
pour l'EPS va sauver la France et mes jumeaux vont bien. Jérémy Michalak qui était avec nous demain à 16h30 sur Énergie 12 pour 5 franchises à Rio. Europe 1 avec Laurent Ruquier. Guy Biranbaum, le cabinet noir au cœur du système Yves Bertrand aux arènes. Alors vous savez c'est Noël, donc il y a le sac à sapin. Il faut acheter le sac à sapin comme tous les ans qui est vendu au profit de Handicap International. Et dans le même ordre d'idée, mesdames, messieurs, il y a au cœur du monde un magnifique livre de photos de Bernard Matussière, préface de Eric Orsena, qui est vendu au profit de la chaîne de l'espoir du professeur Deloche pour faire soigner les enfants du tiers-monde dans les hôpitaux occidentaux. Voilà, je vous laisse en compagnie de mes amis de Groland. Je vous retrouve la semaine prochaine. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.